Bonjour, nous allons continuer le cours d'électricité, électricité 2. Donc, on avait vu, on avait dit la première fois qu'il y avait plusieurs parties, il y a 3 parties. Donc, ces parties, je vous les rappelle ici, comme ça vous pouvez savoir à tout moment où est-ce qu'on en est. Donc là, on est dans la partie magnétostatique. Bien. Et dans cette partie-là, il y a 6 chapitres. La dernière fois, on avait vu la force magnétique. Aujourd'hui, on va étudier la loi de Biot et Savart. Bien. Allons-y. Chapitre 1, loi de Biot et Savart. Alors, de quoi s'agit-il? Comme je vous disais la dernière fois, jusqu'à présent, on a dit il existe un champ magnétique. On ne sait pas d'où il vient. Et on regarde l'effet de ce champ sur une charge ponctuelle, ce qui donne la force magnétique, ou bien sur un courant électrique, ce qui donnait la force de Laplace. Bon, maintenant on va s'intéresser d'un peu plus près à ce champ magnétique. On va apprendre à le calculer en disant d'abord, premièrement, qu'à l'origine de tout champ magnétique, il y a une charge en mouvement. Comme à l'origine de tout champ électrique, il y a une charge électrique, qu'elle soit en mouvement ou non. Bon, mais pour le champ magnétique, il faut que la charge soit en mouvement. Mais dans ce qui va suivre, on ne va pas s'intéresser au cas des charges ponctuelles, mais plutôt au cas d'un ensemble de charges ponctuelles, c'est-à-dire un courant électrique. On va apprendre, et c'est le plus intéressant, à déterminer le champ magnétique créé par un courant. Et pour ça, on va avoir différentes techniques. Alors la première, c'est la loi de Biot et Savart. Dans un premier cas, on va regarder le cas d'un fil filiforme, un fil simplement, que je représente ici sous forme d'une spire par exemple. Enfin, c'est une forme quelconque, hein, un circuit fermé avec un point P quelconque sur ce fil. Autour du point P, j'ai ce qu'on appelle un élément infinitésimal dl, et on regarde le champ magnétique créé par cet élément dl en un point M quelconque. Le point M, il est là, ça c'est le point M, situé à la distance r du point P, et le vecteur unitaire de P vers M, on le note le vecteur U. D'accord? Le champ magnétique créé en M, on va l'appeler dB. Vous savez, B c'est le champ magnétique et on met la lettre D devant tout ce qui est, enfin, pour tout ce qui est infinitésimal. Ok? Et dB, le vecteur dB lui-même pourra se décomposer sur les 3 axes X, Y et Z, selon des composantes dBx, dBy, dBz. Bon, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le fait que l'élément dl crée en M un champ dB, et l'expression de ce champ, voilà, il crée au point M un champ dont l'expression est donnée par ça, mu0 sur 4pi, i dl vectoriel u sur r2. Alors mu0 c'est une constante qu'on appelle la permittivité, et dans la valeur numérique, bon, enfin, mu0 sur 4pi, c'est 10 puissance moins 7 dans le système international. Mais bon, ça, on vous le rappellera à chaque fois. Et ce résultat-là constitue ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Avec ça, on va pouvoir tout calculer. Vous notez tout de suite que si dB est donné par un produit vectoriel, dl vectoriel u, c'est que dB va être perpendiculaire à dl et que dB sera perpendiculaire à u. Et donc, dB est perpendiculaire au plan formé par dl et u. C'est un résultat important sur lequel on reviendra. Bon, alors donc ça, c'était le champ infinitésimal créé par l'élément dl, et le champ total créé par tout le fil,
au point M, eh ben, c'est la somme de tous ces dB. Donc le champ total, eh bien, ça sera l'intégrale sur tout le fil, sur tout le circuit, de la quantité qui est là. Alors, mesure sur 4 pi, c'est une constante qu'on a sortie. Vous allez me dire, I aussi, c'est une constante, on aurait pu le sortir. Effectivement, on aurait pu le sortir. Mais bon, voilà, ça va être I dl vectoriel U sur R au carré. Très bien. Alors, comment ça marche cette histoire? Le mieux, peut-être, c'est de prendre un exemple. On va prendre cet exemple-là, un fil CD qui est, voilà, CD ici, je vous le montre avec le pointeur, CD, parcouru par un courant I, et je m'intéresse au champ créé en ce point-là, au champ M. Donc, je vais appliquer la loi de Bethe-Savart en partant d'un élément infinitésimal dl centré en un point P, donc avec un vecteur unitaire qui va de P vers M, ok, et la distance PM c'est R. Voilà, et je vais travailler avec, dans la base plutôt, la base cylindrique, euro, E phi, EZ, vous la voyez ici. Alors imaginez ces trois vecteurs, ben, c'est la même chose en ce point-là ou en ce point-là. D'accord? Au point M, donc on aura euro par ceci, E phi qui va être perpendiculaire, EZ, etc. Alors, on commence en disant que l'élément infinitésimal dl, qui est centré en P, va créer au point M un champ magnétique infinitésimal aussi, donné par la loi de Bethe-Savart, à savoir dB égale mu0 sur 4pi, I dl vectoriel U sur R au carré. Et il va falloir intégrer tout ça pour avoir le champ magnétique total, n'est-ce pas? Alors, ici, on a une première remarque, c'est que tous les dB vont avoir la même direction. Alors, effectivement, regardez, si vous prenez ce dB-là, il est perpendiculaire au plan formé par dl et U. dl, c'est le vecteur qui est dirigé comme ça, de C vers D. U, c'est le vecteur qui est dans le plan de la figure, il va de P vers M, comme ceci. Donc, vous voyez que pour être perpendiculaire au plan formé par D et U, ben, il faut être perpendiculaire au plan de la figure. Et perpendiculaire au plan de la figure, ça veut dire E phi, porté par E phi. Et voilà, donc dB, quel que soit le point P, je veux dire que vous prenez dl ici, ou que vous le preniez ici, ou bien ici, n'importe où entre C et D, de toute façon, le dB correspondant va être porté par E phi. Ah, alors là, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais dans cette situation-là, tous les dB sont portés par E phi, très bien. Alors donc, le champ total, non seulement il est égal à l'intégrale sur CD de dB, ça c'est toujours vrai, mais en plus, dans notre cas, où tous les dB ont la même direction, alors on aura ici, et seulement ici, enfin dans ce genre de situation, lorsque tous les dB ont la même direction, ici, eh bien on aura B égale l'intégrale de dB, l'intégrale sur CD de dB. Alors, il y en a au début qui pensent, bah, c'est la même chose. Eh bien, pas du tout. Ça, c'est une intégrale vectorielle. Ça porte sur les scalaires. Donc, vous voyez ici, vous pouvez vous amuser, on va pas le faire maintenant, mais on peut tracer deux vecteurs quelconques. Vous pouvez tracer la somme de ces deux vecteurs, comme on l'avait fait la dernière fois. Vous savez, de la première extrémité du premier vecteur à la dernière extrémité du dernier vecteur. Et vous verrez bien que, évidemment, le module de la somme n'est pas la somme des modules, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, c'est quand même vrai. Alors, après, c'est le calcul.
Et donc le calcul, on va pas le faire ici, mais en TD, nous allons traiter ça très lentement et complètement. Et ça nous donne ce résultat qui est très classique, que le champ B, évidemment, est porté par EFI, puisque tous les dB étaient portés par EFI. Donc, il en est de même pour le champ total, bien entendu, et qu'il est donné par cette relation-là. Rho, c'est la distance entre O et M, c'est-à-dire c'est la distance de M jusqu'au fil, et les angles alpha 1 et alpha 2 sont les angles sous lesquels on voit le fil à partir du point M, enfin tel que vous les voyez sur la figure. Ouais, alpha 1, c'est celui-là. Alpha 2, c'est celui-là. Et je suis en... Attendez. Je suis en train de voir qu'il y a une erreur là. Parce que... oui, vous voyez, en tout cas, les angles extrêmes, c'est ça. C'est ce qui concerne les extrémités des fils. Les extrémités, c'est C et D. Mais qui va-t-on appeler alpha 1 et qui va-t-on appeler alpha 2? Voilà, j'ai pris un silet pour dire que ça c'est alpha 1 et là c'est alpha 2. Vous voyez, alors c'est très très bien que j'ai fait cette erreur, ce qui permet, ça va permettre d'insister sur cette histoire. Regardez, le premier c'est alpha 1, mais qu'est-ce que j'appelle premier? Ben, vous regardez le sens de I. Le courant va de C vers D, et ben la première extrémité que vous rencontrez, C, ben, ça va correspondre à alpha 1, et la deuxième, ben, c'est alpha 2. Voilà. Et il faudra bien retenir ça pour pouvoir appliquer les formules. Vous savez, il y a des examens, par exemple, où on demande de démontrer cette formule. Donc, évidemment, il faut savoir comment on fait. Mais il y a des examens où on vous donne cette formule. Et tout l'exercice consiste en fait à savoir appliquer correctement cette formule, comme on le verra en TD dans certaines situations. Donc, voilà comment, un exemple où on a appliqué la loi de Bethe-Savart. Ensuite, dès maintenant, on va parler de propriétés de symétrie. Très importante, ça permettra, sans faire aucun calcul, d'avoir la direction de P. On va d'abord parler de ce qu'on appelle un plan de symétrie, et le mieux c'est de prendre un exemple. Vous voyez là, on a représenté une spire circulaire parcourue par un courant I, et vous voyez que ici, cette spire est là pour axe Z qui est perpendiculaire à la figure qui part par là, et le plan de la spire est dans le plan XY. Eh bien, ce plan est un plan de symétrie. En effet, si vous faites le symétrique de n'importe quel point de la spire, prenez ce point-là, un point de la spire, son symétrique par rapport au plan XY, eh ben c'est lui-même. Donc, la spire n'a pas changé du tout. C'est ce qu'on appelle un plan symétrique. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle un plan d'antisymétrie. Vous voyez, on l'appelait P, indice AS, antisymétrie. Là encore, le mieux c'est de prendre un exemple. Et l'exemple qu'on va prendre, ça sera la même spire, mais au lieu à gauche, on l'avait vu de face, eh bien, ici, on la regarde sur le côté. Donc, vous voyez, on voit l'axe. En fait, là, ici, c'est l'axe Z maintenant. N'est-ce pas? Parce que vous êtes sur le côté. Et vous voyez que si vous prenez... qu'est-ce qu'on va dire? Si vous prenez, par exemple, le plan Z, qui c'est celui-là, le plan qui est perpendiculaire à la figure et qui passe par Z. Donc, vous voyez que dans ce plan-là, le symétrique de cette moitié de spire, eh bien, c'est la moitié qui est en bas, n'est-ce pas? Mais le sens du courant va changer. Vous voyez, cette flèche qui est vers le bas, eh bien, elle va se retrouver vers le haut. Vous voyez, on change le sens du courant. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas un plan de symétrie, c'est ce qu'on appelle un plan d'antisymétrie. D'accord?
Voilà. Alors, quelles sont les propriétés de ces plans? Eh ben, elles sont résumées ici, très importantes. C'est que si un point M appartient à un plan de symétrie, eh bien, le champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan. Je m'explique. Enfin, je m'explique. Je l'applique ici. Je l'applique en prenant un point M, par exemple, là, ici. Eh bien, étant donné que ce point M appartient au plan XY, qui est un plan de symétrie, c'est que le champ en ce point-là, que je n'ai pas calculé, que je ne sais d'ailleurs pas calculer, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est perpendiculaire au plan XY, c'est-à-dire qu'il est porté par Z. Par contre, lorsque le point M appartient à un plan d'antisymétrie, à ce moment-là, tout ce qu'on peut dire, c'est que le champ, il est inclus dans ce plan d'antisymétrie. Si je reprends cet exemple, on a dit, ah, mais qu'est-ce que je vous racontais tout à l'heure? Oui, non, mais plus simplement, si je prends le plan de la figure, lui aussi, vous voyez, le symétrique de cette moitié de spire qui est en avant de la figure, qui est vers vous, eh ben, c'est le symétrique de l'autre moitié, celle-là, celle qui est derrière le tableau, enfin derrière l'écran, d'accord? Mais le sens du courant s'est inversé. C'est pour ça que c'est un plan de symétrie, d'antisymétrie. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le champ en ce point-là, il va être contenu dans le plan de la figure. Il est inclus dans le plan de la figure. Il est quelque part. Je ne sais pas encore s'il est dirigé selon Z ou là selon cette direction, par exemple. Mais en tout cas, il ne sort pas du tableau. Pour avoir plus de renseignements, il faut que je prenne un deuxième plan d'antisymétrie. C'est ce dont je vous ai parlé au début. C'est le plan perpendiculaire à la figure et qui passe par OZ. C'est un plan d'antisymétrie. Donc le champ magnétique appartient aussi à ce plan d'antisymétrie. Et donc le champ magnétique appartient à l'intersection de ces deux plans. Le plan de la figure ainsi que le plan perpendiculaire passant par OZ. Quelle est l'intersection de ces deux plans? L'intersection de deux plans, c'est un plan. C'est un axe. Et l'intersection de ces deux plans qui contiennent tous les deux l'axe OZ, eh ben c'est OZ. J'en déduis que le champ en M, le champ magnétique en M, il est porté par OZ. Vous voyez? Et je n'ai pas fait le début d'un calcul pour faire ça. C'est uniquement des considérations de symétrie. Donc vous voyez, il faudra bien les comprendre et pour pouvoir les appliquer correctement. C'est très utile. Je vois une dernière chose à vous dire sur cette diapositive, c'est que il y a certains me disent, oui, mais si on prend le plan à nouveau perpendiculaire à la figure, mais qui contient la spire, le plan de la spire. C'est-à-dire, en fait, c'est ce plan-là, c'est le plan XY. D'accord? Ce plan, c'est un plan de symétrie. Oui, c'est vrai que c'est un plan de symétrie, mais ça, c'est un plan de symétrie tant qu'on ne parle pas du point M. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le point M appartienne au plan de symétrie ou d'antisymétrie. Le point M, il est là. Donc, ça ne sert à rien de me dire... pardon, il faut que j'arrête. En résumé, il faut donc que le plan de symétrie ou d'antisymétrie contienne le point M. C'est ça qui est important. Alors, d'autres exemples, justement, reprenons l'exemple de tout à l'heure, CD. Vous voyez, le fil CD, et on cherchait le champ en un point M. Eh bien, le plan de la figure, vous voyez que c'est un plan de symétrie, et donc le champ magnétique B est perpendiculaire à ce plan-là. C'est tout. C'est très simple à dire. Le plan de la figure est un plan allant de symétrie. Voilà. Terminé. Prenons un deuxième exemple. Là, vous voyez, c'est un solénoïde. C'est un ensemble de spires circulaires. Si vous voulez, c'est un fil qu'on enroule autour d'un cylindre imaginaire.
C'est un solénoïde aspire circulaire. Voilà. Et parcouru par un courant I. L'axe du solénoïde, c'est cet axe-là, l'axe Z. Okay. Et on va considérer deux plans. Un plan P, vous le voyez ici, perpendiculaire à l'axe, et un plan Q qui passe par le milieu du cylindre et qui est orthogonal, qui est perpendiculaire au plan P. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces plans-là? Regarde, commençons celui-là, ce plan, le plan P. C'est un plan, qu'est-ce que vous pensez? Plan de symétrie ou d'antisymétrie? Eh bien, si je regarde les spires à gauche, elles ont pour symétrique les spires à droite, et donc, et le sens du courant ne change pas, c'est donc un plan de symétrie, exact. Attends, une chose avant de terminer sur ça, ce plan-là, c'est un plan de symétrie si, pour un solénoïde fini, hein, si le plan passe exactement par le milieu ici du solénoïde. Sinon, ce ne sera pas un plan de symétrie. On est d'accord? Ou alors, on va souvent ou là parfois, on va parler d'un solénoïde indéfini, c'est-à-dire dont la longueur est infinie. Et donc, vous prenez à ce moment-là n'importe quel plan P parallèle à celui-ci, ça sera un plan de symétrie. Puisque bon, ce qui est à gauche n'a pas de fin et ce qui est à droite n'a pas de fin. Bon, concernant l'autre plan, celui-là, le plan Q, c'est un plan de... Alors, regardez, il passe par le milieu. La moitié supérieure de la spire, de chaque spire, a pour symétrique la moitié inférieure. Très bien. Oui, mais attention, le sens du courant change. Donc, ça sera un plan d'antisymétrie. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris avec ces exemples. Et là, on va passer à la suite. Vous vous rappelez, pour la loi de Biot-Savart, on avait parlé du cas d'un fil parcouru par un courant I. Bon, maintenant, si on prend un corps comme ça, caractérisé par une densité de courant J, un vecteur J, voilà, donc il y a un courant qui circule, mais avec une densité J. Bon, ben, on fait la même chose, disons le point de départ, on prend un point P ici à l'intérieur du volume, il est entouré d'un petit volume d'étau qui porte une charge dQ, qui est en mouvement, voici le vecteur J. On regarde ce qui se passe en un point M, eh bien, il y a création d'un champ magnétique dB, et l'expression est donnée par cette relation, c'est l'intégrale de mesure sur 4pi, l'intégrale triple sur le volume du vecteur J au point P, vectoriel U sur R2 d'étau. Voilà. Ceci. Par la suite, on peut, comme exemple de ce que nous allons voir dans les TD, un exemple de courant avec une densité J, voilà, vous avez un cylindre avec une densité de courant J ici. Il y a un courant qui circule avec une densité J. Voilà, pour faire les calculs, bon, d'abord, première chose, c'est que tout ce qu'on a dit sur les plans de symétrie, tout ça, évidemment, s'applique. Comme ça, on connaîtra la direction du champ magnétique en n'importe quel point M. Ce sera possible. Et l'autre chose, c'est que pour faire les calculs, eh bien, en vérité, dans cet exemple-là, on ne va pas utiliser la loi de Biot-Savart, parce que les calculs vont être complexes. En fait, on va utiliser une autre méthode, ce qu'on verra dans la séance prochaine, c'est la méthode du théorème de Gauss. Pourquoi j'ai dit Gauss? Oh là là, c'est pas Gauss. Ce n'est pas Gauss du tout, ça s'appelle le théorème d'Ampère. Alors, le théorème d'Ampère, c'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique. C'est pour ça que j'ai pensé théorème de Gauss. Non, théorème... Voilà. Donc, alors maintenant, on va voir une propriété de ce champ magnétique
qui est que la divergence de B est toujours égale à 0. On appelle ça propriété intrinsèque. Elle fait partie des propriétés du champ B dans n'importe quelle situation. Mais alors, vraiment, vous prenez ce que vous voulez, vous avez toujours la divergence B qui est égale à 0. On va le démontrer tout de suite. Divergence, je vous rappelle que c'est un opérateur qui agit sur... et je vois aussi qu'il y a une erreur, décidément. Et donc, là, je disais, divergence B, c'est un opérateur qui agit sur un champ, et le résultat, c'est un scalaire. Il n'y a pas du tout de... C'est 0, hein, il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de flèche ici. Voilà, divergence B, c'est par exemple B a trois composantes, on va appeler Bx, By, Bz. La divergence, c'est le scalaire donné par dBx sur dx plus dBy sur dy plus dBz sur dz. Hein, vous connaissez l'opérateur divergence, vous l'avez vu l'année dernière. Bien, si on reprend l'exemple quelconque d'un corps quelconque avec une densité J, nous avons dit que le champ B en un point M quelconque s'écrit de cette façon. Nous sommes là dans le cas absolument général. Bien, on va prendre la divergence de B et on va remplacer. Divergence B, donc voilà, je l'écris ici. J'ai sorti le mesure sur 4pi qui est une constante, je la sors. Et donc j'ai la divergence de cette intégrale. Bien. Bon, maintenant il faut bien comprendre une chose, c'est que la divergence ici, c'est la divergence au point M. Ça concerne les dérivées partielles par rapport aux coordonnées, disons, qui caractérisent le point M. Alors que l'intégrale qui est là, des taux, c'est par rapport au point P. Oui. Donc, les uns et les autres concernent des coordonnées qui sont complètement différentes. Tout ça pour dire que je peux rentrer la divergence à l'intérieur de l'intégrale. C'est ce que je fais ici. Okay. Maintenant, pour continuer, on va utiliser deux choses. D'abord, le fait que, tout à l'heure, enfin, dans un deuxième temps, on va utiliser le fait que le rotationnel du gradient de n'importe quelle fonction c'est égal à 0. Et cette fois-ci, c'est bien le vecteur 0, parce que le rotationnel est un vecteur. Hein. Rotationnel de gradient f, et gradient f lui-même est un vecteur. De 0. Bon, donc tout ça, on va l'utiliser. Mais tout de suite, on va utiliser plutôt ce truc-là. Ça concerne normalement les vecteurs. Divergence A vectorielle B, c'est égal à B rotationnel de A moins A rotationnel de B. Bon, eh bien, nous allons, oui, ça concerne les vecteurs, nous allons appliquer cette relation à divergence de J vectoriel U sur R2. U sur R2, que je peux écrire ici. Voilà, divergence J vectoriel U sur R2. On applique B, c'est U sur R2. Rotationnel de A, c'est-à-dire rotationnel de J, voilà. Ensuite, moins, la même chose, A rotationnel de B, c'est-à-dire J rotationnel de U sur R2. Bon, alors, c'est maintenant on va utiliser Hadi. Non, pardon, c'est là. Non, ici on utilise autre chose. Ici on utilise le fait que le rotationnel, c'est au point M. Donc, ça concerne les dérivés, si vous voulez, de xm, ym, zm. D'accord? Alors, cette quantité-là, ce vecteur-là, c'est jp. Il ne dépend pas de m. Regardez sur la figure. Le point P, que vous le preniez là ou ici, ou là, vous dérivez ici, vous regardez ce qui se passe autour du point M, ça n'a rien à voir avec le point M. Ou le contraire, vous voyez, inversement. C'est-à-dire que cette quantité-là est nulle. D'accord? Ensuite, l'autre chose à remarquer, c'est que le rotationnel de U sur R2, je vais pouvoir l'écrire comme le rotationnel d'un gradient. Pourquoi? Parce que U sur R2, c'est le gradient d'un vecteur, d'une fonction, la dérivée de 1 sur R2,
enfin, la primitive de 1 sur R2, c'est 1 sur R, un signe moins près. Donc, moins U sur R2, c'est gradient 1 sur R. Et donc, on trouve finalement rotationnel du gradient 1 sur R. Or, le rotationnel du gradient de n'importe quelle fonction, c'est égal à 0. Donc, cette quantité-là est nulle. Ce qui fait que finalement, nous avons la divergence de J vectoriel U sur R2 qui est égale à 0. La divergence, elle est ici. Et donc, nous avons la divergence de B qui est égale à l'intégrale de 0. Bon, là aussi, une petite remarque, c'est que certains disent que bon, bah, l'intégrale de 0, c'est constante, donc la divergence de B va être constante, elle va être égale à constante. Eh bien non, 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 parce que c'est une intégrale triple qui est définie, on intègre sur un volume. Si vous voulez, c'est l'équivalent quand vous prenez l'intégrale à une dimension, l'intégrale de f de x dx. Bon, si vous intégrez de façon non définie, vous intégrez 0, c'est-à-dire vous cherchez la primitive de 0. Eh bien là, c'est constante. Mais si vous regardez l'intégrale définie, par exemple l'intégrale de 2 jusqu'à 5 de 0, dx, donc l'intégrale de 0, c'est constante, mais entre 2 et 5, donc ça va être égal à la constante moins constante, ce qui est égal à 0. Bon, c'est un petit peu la même chose ici, mais à 3 dimensions, donc on est dans un volume. Et donc ce qu'on trouve finalement, c'est que divergence B est égale à 0. Voilà, ça c'est quelque chose qui est toujours vrai. D'ailleurs, c'est l'une des... vous avez entendu parler des équations de Maxwell, il y en a 4. Eh bien, en voici une. C'est divergence B égale 0, c'est l'une des 4 équations de Maxwell. Et elle est toujours vraie, quel que soit le champ magnétique B. Voilà, après ça, il n'y a plus rien. Donc, je vais vous dire au revoir. Après avoir résumé très rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est le calcul du champ magnétique créé par un courant en appliquant la loi de Biot-Savart. On a donné l'expression de champ donnée par cette loi dans le cas d'un fil ou dans le cas d'une densité de courant. On peut passer de l'une à l'autre d'ailleurs. On a vu, très importante, les propriétés de symétrie. Maintenant, avec tout ça, il faut appliquer, et donc c'est ce qu'on va faire dans les séances de TD. Très bien. Bonne semaine. Merci pour votre attention.